Allô, Bassem? Ouais. Ouais, c'est Greg. Je vais commencer la vidéo YouTube par ça. J'en ai rien à foutre. Bonsoir messieurs, dames. Allô Bassem. Ouais, c'est Greg. Voilà le meilleur moyen de lancer une VOD pile au meilleur moment. J'allais dire bonsoir messieurs, dames. Et là, on a Soulfirst qui nous balance le magnifique Greg, dédicace à Bassem. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le 26 mars 2025. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, bonsoir, bonjour, à l'heure selon laquelle vous regardez la vidéo. Bonsoir si vous êtes là, si vous êtes resté après le talk. Talk très axé Marvel, puisque Avengers Doomsday a livré une grande partie de son casting, une trentaine de noms, peut-être un petit peu plus, peut-être un petit peu moins, je ne sais plus, tout mené à Doom, comme le site Avengers l'a dit, hein, avec pas mal d'acteurs faisant leur retour. Peut-être que vous le verrez en vidéo sur la chaîne YouTube, peut-être que j'en ferai un live tout à l'heure, ce 26 mars 2025, si jamais je le sens. En attendant, évidemment, vous connaissez la consigne, on est là pour parler Daredevil, Born Again, épisode 5 et 6. J'avais tort. Il faut parfois dire les choses. J'avais tort. J'avais tort. Comment ça va mon flaco? Comment va le déluge? Je te conseille les épisodes qui sont quand même pas mal, notamment le sixième. La fin de l'épisode 6 de Daredevil est très bien, on va y revenir évidemment. J'avais tort. Pourquoi j'avais tort? J'avais dit depuis le début, vous verrez, il nous prépare du lourd. Les épisodes 5 et 6 seront, à mon avis, un double épisode où on commencera à retrouver le Punisher et où les choses sérieuses commenceront. On en est loin, on en est même très loin. Cela dit, j'aime le move. J'aime le move puisque effectivement, on va donc se retrouver pour les épisodes 5 et 6 de Daredevil. Un épisode 5 totalement filaire. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un épisode filaire, c'est un épisode où l'intrigue de l'épisode se suffit à elle-même, qui n'a pas de lien particulier ni avec les épisodes précédents ni les suivants. À un ou deux petits détails près, mais en gros, vous retirez cet épisode-là de la saison reste absolument la même. Donc ça, c'est l'épisode 5, une espèce de cambriolage à l'irlandaise en plein jour de la Saint-Patrick. Ce qui est pas mal vu d'ailleurs, puisque la Saint-Patrick était, je crois, la semaine dernière, ou il n'y a pas si longtemps que ça. Ils sortent les épisodes à peu près dans les temps, donc ils sont malins. Pourquoi ils sont malins aussi? C'est parce que moi, j'aime bien ce move de dire aux spectateurs, écoutez, on sait que sur certains produits, les épisodes filaires ne vous plaisent pas trop. On sait que ça ne développe pas particulièrement l'intrigue et que attendre 2 semaines pour retrouver certaines phases justement d'intrigue, etc., c'est pas forcément ce que vous voulez. Bonne idée donc de mettre l'épisode 5 donc avec l'épisode 6. Le spectateur peut profiter d'un épisode filaire en tant qu'épisode 5 et retrouver ensuite sa ligne directrice et narrative dans l'épisode 6. Personne n'est laissé pour compte, d'autant plus que l'épisode pour le coup est plutôt pertinent, hein, l'épisode 5. Personne n'est laissé pour compte, tout le monde va retrouver en fait ce qu'il attendait. Et même si on peut être un peu déçu de se dire que c'est pas le double épisode qu'on pouvait imaginer, avec peut-être un grand règlement de compte, le retour de... Bon, on a quand même le retour de Daredevil. Mais avec le véritable retour de Daredevil, du Punisher, etc., on a quand même de véritables avancées, un final très intéressant dans l'épisode 6. Donc bravo, move malin et move qui pense aux spectateurs. Donc rien à dire de négatif là-dessus. C'est vrai qu'ils auraient sorti juste un épisode 5 comme ça, on aurait pu se dire, bon, la critique va durer 20 minutes, on n'a pas grand-chose à dire, etc. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Là, finalement, avec 2 épisodes, on a quand même beaucoup plus de matière. Et je pense que ça peut être assez pertinent à développer. On va évidemment commencer par l'épisode 5. Braquage à l'irlandaise, donc. Euh, Matt Murdock se retrouve. Alors, ça fait quand même partie des suites, entre guillemets, de continuité de la série, puisque les braqueurs veulent récupérer 1,8 million pour les soins de Fisk, évidemment, et dans cette section narrative-là, on a Matt Murdock, c'est compliqué financièrement, ils sont très endettés avec sa camarade avocate, donc eh ben, il scrute un petit peu les banques à la recherche effectivement de prêts, hein, on imagine, hein, ou en tout cas d'une solution pour pouvoir s'en sortir. Et à la suite de ça, bah, en fait, c'est voilà, un petit peu choral, hein, on rentre en collision. Matt Murdock rencontre les assaillants et on va avoir un huis clos en intérieur.
Donc, parce que les huis clos en extérieur, ça paraît con, mais ça peut exister, hein, des huis clos en extérieur qui peuvent être assez pertinents par moment. On a donc un huis clos dans cette banque avec un casting assez réduit, chose qui est quand même intéressante d'ailleurs. Au générique, on n'avait que deux personnages principaux d'annoter. Il n'y avait pas d'autres personnes. On notait dans le générique, à part Charlie Cox, il n'y avait qu'un seul autre acteur qui était au casting, en tout cas principal. Fun Game, effectivement, est un huis clos en extérieur. C'est un huis clos dans la cabine, mais c'est un huis clos en extérieur qui se passe que dans une rue. Donc, effectivement, on a des huis clos en extérieur. Il y a beaucoup de films qui font ça aujourd'hui. Donc, c'est important de le spécifier. Là, bon, on est dans un huis clos, tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Alors, avec encore une fois du bon et du moins bon, pas grand-chose à dire finalement sur la narration, entre guillemets, puisque on ne développe pas tant que ça les personnages. On a quelques, par moments, bribes de perspective Marvel, je dirais, de certains côtés, et puis, encore une fois, de magnanime, de ruse, etc., à la Matt Murdock, ce côté très charismatique, séduisant, etc., que Matthew peut avoir. Donc, on voit aussi qu'il y a quelques segments dans son personnage qui sont hyper intéressants. Dans les prismes, justement, Marvel, on pourra évidemment noter la référence à Miss Marvel, de Jersey City, le banquier étant de Jersey City et expliquant que y a Miss Marvel qui vient de ce quartier-là et qui est la caution super-héroïque du quartier. On voit même une petite figurine pop pour la pop culture qui vient s'immiscer là-dedans à l'effigie de Miss Marvel. Bon, j'ai trouvé ça plutôt drôle. C'est vrai qu'effectivement, c'est bien que Daredevil, par de toutes petites bribes comme ça, pas besoin d'en faire plus, mais par de petites bribes, puisse de temps à autre rappeler au spectateur qu'il est quand même partie intégrante du MCU. Donc ça, c'est quand même costaud. C'est plutôt intéressant. Je citerai quand même le travail de la voix française en sachant que la voix donc de Youssouf, qui est l'adjoint donc du directeur de la banque, c'est nul autre que le coroner de, de la chaîne YouTube Chronique Fiction, un comédien connu, hein, effectivement. C'est lui qui fait maintenant la voix de Bryan Cranston, notamment, qui a repris le travail de Jean-Louis Faure. C'est lui, en VF, qui fait Youssouf. Donc, la voix est quand même bien reconnaissable hein, quand tu as joué à certains jeux ou que tu as regardé certains films ou que tu as suivi effectivement leur chaîne YouTube. C'est lui aussi qui fait J. Jonah Jameson dans les jeux Spider-Man et Spider-Man 2. Et effectivement, voilà, c'est un épisode filaire qui va montrer toute la ruse, qui va montrer tout le charisme du personnage principal. Moi, il y a quelques scènes que j'ai bien aimées, notamment alors, on va faire un peu dans le désordre, mais notamment le final. Le final est très brutal. Je voyais par exemple des gens dans le chat qui disaient Daredevil, c'est quand même plutôt soft pour l'instant, c'est pas très sanglant. Je vous avoue que j'aimerais pas être à la place du tibia ou du genou du, du braqueur qui affronte Matt Murdock. Parce que globalement, c'est quand même assez violent. Enfin, je veux dire, au niveau mixage son, etc. C'est d'ailleurs un truc que j'ai bien aimé dans l'épisode. On peut avoir une musique d'ambiance, on peut avoir une petite soundtrack, etc. Au fur et à mesure. Vous remarquerez que dans l'épisode, à chaque fois qu'il y a une séquence de combat, les bruits sont étouffés par justement l'absence du son. Il n'y a plus de musique d'ambiance, il n'y a plus d'original soundtrack, de score, etc. On est au plus près des personnages et c'est très réaliste, très significatif. On va pas mettre une patate à un protagoniste ou à un antagoniste et entendre les fameux bruitages qu'on a sur différentes scènes d'action ou autres. Là, on est vraiment sur du réel, sur du minimaliste, sur de l'intime, sur du brutal, et ça fonctionne très bien sur les deux segments. C'est aussi pour ça, justement, que les gens retiennent la séquence de fin avec la jambe cassée, principalement parce que c'est quand même très 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 violent et que ce travail du son est assez intéressant. C'est peut-être ce qui m'a un peu manqué moi dans cet épisode. Encore une fois, alors je le dis encore une fois parce que c'est quand même
Parmi les choses que je reprocherais à cette monture de Daredevil Born Again par rapport notamment à la série Netflix, ça restera toujours la mise en scène, la réalisation et la photographie. Dans un contexte comme ça, en huis clos, je pense que d'un point de vue photographique, tu pouvais faire beaucoup mieux. Dans un point de vue de réalisation, tu pouvais faire beaucoup mieux. Tu pouvais faire beaucoup plus original. Là, c'est quand même très classique. C'est pertinent, c'est agréable à suivre. On est dans une prise d'otage avec négociateur, tout ce qu'il y a de plus classique que le cinéma nous a régulièrement montré. Le seul problème, c'est que je trouve que Matthew Murdock est parfaitement mis en avant. Je trouve que sa relation avec le directeur adjoint est assez poétique, hyper respectueuse, et j'aime bien ce côté, encore une fois, autre visage de New York. Depuis le début dans Daredevil, Born Again, je trouve qu'on est très dans du terre-à-terre et très dans la vie des New-Yorkais. On va suivre la vie des New-Yorkais, on va suivre des choses simples qu'ils vivent au quotidien et à des moments où ça peut déraper avec des clients pro bono, des clients qui n'ont pas de sous, des clients qui rapportent pas d'argent et puis parfois des gros bonnets. Et j'aime bien, moi, ça. C'est je le dis à chaque live, je crois, hein, mais Bibi Yurik. Voilà, les petites vignettes de Bibi Yurik où on va voir un petit peu le quotidien des Américains à New York. Je trouve que c'est bien. Donc on voit en fait cette alchimie qu'ils ont, eux, entre New-Yorkais, entre individus, de deux bonnes personnes. Je trouve que Matthew Murdock est parfaitement mis en avant. Le petit moment où il rentre en sifflant, c'est très drôle. Parce que lui, Charlie Cox a le charisme qui va avec. Donc effectivement, c'est voilà, c'est que du caviar de le voir comme ça, parce que le personnage scie à merveille, et l'acteur aussi, à ce genre de configuration. Moi, ce qui me pose problème, c'est encore une fois que on est dans un épisode filaire, pas de problème avec ça. On est dans un fait de vie de Matthew Murdock, tel qu'il pourrait arriver à plein d'autres super-héros, voire même à des gens normaux, pardon. Pas de souci. Soigne ton cadrage. Soigne ta caméra, soigne ta mise en scène, soigne ta photographie. La photo que vous voyez à l'écran, là, hormis quand ils sont dans le 4e sous-sol au niveau des coffres-forts, la photo est exactement la même. C'est très très terne. Tu peux garder ce côté un petit peu terni, mais en même temps plus le travailler. L'épisode 6 est beaucoup mieux d'un point de vue de réal et de photographie, mais l'ambiance est différente aussi. Moi, je prends par exemple l'épisode 3, je crois, où on avait le tribunal de White Tiger. Et ben, c'était en huis clos la plupart du temps, c'était dans un tribunal. Pourtant, il y avait un peu plus d'efforts de fait. Notamment quand Murdoch était tout seul dans le tribunal et qui prenait ça pour une église. Il y avait quelque chose qui se travaillait au niveau de la lumière, au niveau des effets de décor, au niveau de sa solitude, etc. Quand tu regardes l'épisode 6, le travail de la lumière sur Wilson Fisk après qu'il ait explosé la tronche d'Adam et qu'il s'assoit dans sa cellule, avec la lumière sur lui et puis le discours un peu christique de Charlie Cox en voix off, etc. Oh là, tu te dis, voilà. Il suffit de pas grand-chose. Un bon travail esthétique, d'éclairage, etc. Et rien que dans une mise en scène, tu racontes une histoire. Et là, oh là là là, ce plan-là sur Fisk était monstrueux. Là, malheureusement, ouais, c'est simple. Ça véhicule pas grand-chose de plus que ce que ça veut montrer. Un braquage avec une situation, un préambule, un tenant, un aboutissant. Quasiment chaque épisode, c'est un réalisateur différent. Et sur ça, c'est chiant. Ouais, alors après, attention, hein, il y a plein de séries qui ont régulièrement eu des réalisateurs différents et qui s'en sont très bien tirés. C'est pas parce qu'un réalisateur est différent que forcément l'équipe technique autour sera différente. Et ça comprend le chef-op, ça comprend le son, l'éclairage, la lumière, tout, hein. Les directions d'acteurs, il y a plein de choses. Donc, j'ai trouvé que l'épisode 5 était bon. C'est un bon épisode filaire. Voilà, c'est presque un holiday special. Vraiment. C'est pour moi, c'est un Saint Patrick special, tu vois. C'est vraiment l'idée voilà, d'un spécial Saint Patrick où en fait, ils auraient pu sortir cet épisode-là en épisode bonus dans 3 mois. On l'aurait regardé avec plaisir. Bon, voilà.
Là, dans la continuité de Daredevil, alors bon, d'un côté, Daredevil, même à l'époque de Netflix, t'avais pas cette habitude-là, hein, d'avoir un épisode filaire. Pour un épisode filaire standard, c'est de la qualité. Un peu comme ce que fait... un peu comme ce que fait Mandalorian. Moi, j'aime bien ce que fait Mandalorian en termes d'épisodes filaires aussi. J'ai toujours... En fait, Mandalorian, c'est mieux parce que Mandalorian, ces épisodes filaires, il y a quand même toujours quelque chose qui se développe autour. Un épisode filaire, par exemple, de Mandalorian peut travailler la relation entre Grogu et Mando, peut travailler une certaine forme de poésie vis-à-vis de Grogu, peut travailler quelques tourments des personnages, etc. Ou te mettre une claque visuelle, notamment sur la saison 2 de Mandalorian. Alors, la saison 3 est pas terrible, mais les deux premières saisons sont très bonnes, il y avait toujours des choses intéressantes. Là, c'est vrai que je peux comprendre le fond, c'est un épisode qui est plaisant, divertissant, avec un Murdoch au sommet de son charisme et de son magnanime. J'aime bien le fait qu'on insiste beaucoup sur pareil, sur le son, avec des plans qui sont un peu différents des autres, filmés différemment, avec de légers flous un peu brouillon, comme si on rentrait un petit peu à sa place et qu'on écoutait avec lui le code des combinaisons, par exemple. Le fait que Murdoch ait des sens tellement développés qu'il peut trouver les codes en écoutant les combinaisons du coffre-fort. Bon, c'est des idées qui sont intéressantes. Ça n'a rien de neuf sous le soleil, hein, mais c'est des combinaisons qui peuvent être intéressantes. Ah bah, par contre, ouais, bon, c'est d'un point de vue artistique, je pense que en fait, si t'es en huis clos et que t'as le temps, fais mieux. Fais mieux. C'est pas un épisode qui a dû coûter cher en budget. C'est pas un épisode qui a dû prendre un temps considérable à tourner. Je pense que le gain de temps, le gain d'argent, tu peux l'utiliser pour rendre le truc plus esthétique. Parce que c'est le propre du huis clos. Hein. Je veux dire, un huis clos peut vite être relou si à un moment donné, en termes de mise en scène, de performance d'acteur ou d'esthétique, il n'y a rien qui se passe. Là, on tient pour Matt Murdock et pour voir la situation finale. Mais on n'est pas non plus sur une tension. Je trouve que ça manque peut-être un petit peu de tension et ça manque peut-être tout simplement de savoir-faire pour être à la hauteur de ce qu'aurait pu être une véritable prise d'otage délicate et sanglante, à la manière d'un Daredevil. Pour l'instant, je ne sais pas ce que vous en pensez dans le chat, c'est l'épisode qui fait le moins Daredevil de Daredevil. Voilà, si tu peux mettre cet épisode-là, n'importe quel autre gonze à la place de Charlie Cox, t'as la même chose. Tu as le même épisode. C'est le moins Daredevil de tous les Daredevil. Ce sera peut-être le moins bon, à mon avis, des 9. Maintenant, reste à savoir aussi, vous le savez, hein, on a eu quand même des reshoots, des changements artistiques, des changements de dynamique, des changements de scénario. Peut-être que cet épisode-là était peut-être plus prévu, ou prévu dans d'autres configurations, et qu'ils ont voulu le garder parce qu'ils le trouvaient satisfaisant, et qu'il arrive là un petit peu comme un cheveu sur la soupe, et qu'il a permis peut-être de faire le pont entre un ou deux épisodes. Je ne sais pas, hein, encore une fois, hein, ça j'ai pas l'inside de l'épisode, mais je trouvais qu'il aurait pu être un brin meilleur. Je vous donne une configuration. Imaginez le même épisode, le même, hein, avec sensiblement la même idéologie, sauf que meilleur réal, meilleure photo, des antagonistes plus violents et Frank Castle à la place de Charlie Cox, le Punisher. Ah bah là, ah bah là, ah là, c'est déjà une autre histoire. C'est déjà une autre tambouille, j'ai envie de vous dire. Et alors, ça aurait été, à mon avis, très costaud. Maintenant, ça aurait pu être un special sur le Punisher. Un train de vie, un fait de vie. Ce qui est bien. Mais sur ce genre de config, tu peux en attendre peut-être un peu plus. Non, je parle de forme, Roawin. Je parle pas du fond. Je dis, admettons que sur la forme, on ait une meilleure réal, une meilleure photographie, et qu'on fasse un special qui n'est pas dans la série Daredevil, mais qu'on met par exemple Frank Castle à la place. Bah, ça aurait été plus violent, plus incisif, avec une meilleure photo, une meilleure réal. T'aurais eu un épisode qui fait un très bon special,
Est-ce que là, dans cette configuration avec Matt Murdock, ça en fait un bon épisode filaire? Oui, mais est-ce qu'on aurait pu attendre plus? Oui, parce que, effectivement, c'est celui qui fait le moins Daredevil. Je parle de la forme, là, pas du fond. Le fond, effectivement. De toute façon, Frank Castle, qu'est-ce qu'il irait foutre dans une banque? Voilà, il n'aurait rien fait là-dedans, hein, mais bon. Voilà pour l'épisode 5, puisqu'il n'y a pas grand-chose à citer de plus. En revanche, à l'épisode 6, là, il y a de quoi faire. À l'épisode 6, là, il y a de quoi faire. Alors, beaucoup de choses à dire au cœur de cet épisode. C'est un épisode qui, alors, on en parlera après. Je le trouve grandement centré sur Wilson Fisk, beaucoup plus que sur Daredevil, à tel point que finalement dans l'épisode 6, que ce soit Matthew Murdock ou que ce soit Daredevil, on ne les voit quasiment pas. Matt Murdock, on le voit au début puisque la nièce de White Tiger intervient, on le revoit à la fin puisque la nièce de White Tiger s'est fait kidnapper par Muse. Et c'est là qu'il retrouve son costume de Daredevil. Concrètement, hormis sur ces segments-là, c'est quasiment exclusivement centré autour de Wilson Fisk. Wilson Fisk, on en reparlera évidemment après, puisque je fais en axe évidemment mes reviews. Et je voulais commencer par Matt Murdock et Muse. L'ambiance. Là, ça c'est du Daredevil parfait. Tout ce qui se passe autour de Muse, autour de Daredevil et Fisk, c'est du Daredevil parfait dans le texte. Peut-être qu'avec Wilson Fisk, on aurait pu faire en sorte que son passage à tabac soit plus violent. Exemple, Wilson Fisk qui tabasse un mec avec la portière de la voiture dans la saison 1. Je pense qu'on pouvait atteindre au moins ce niveau-là. Je trouve qu'ils sont peut-être restés encore un petit peu trop tendres. Par contre, là, il y a le revers de la médaille dans le sens où j'ai adoré l'ambiance de Muse. J'ai adoré l'enjeu qu'il y a avec de la peinture de sang humaine, etc. Il a un côté extrêmement glauque. Là, on retrouve des trucs quand même assez gore. Hein. Je veux dire, les mecs avec les yeux éclatés. Chose à savoir aussi, pour ceux qui ne le savent pas, les deux nanas qui viennent voir Muse et qui demandent une photo en disant qu'elles sont fans, etc., c'est issu directement d'une planche de comics. C'est quasiment la même planche. Et quand Daredevil arrive dans la planque de Muse, c'est exactement la même planche, à 2 ou 3 détails près. Détail près qui est, normalement, dans la planque de Muse, il y a 1 milliard de mecs pendus au plafond. Voilà, là il y en a 2 ou 3. Normalement, dans les comics, forcément, tout est plus exagéré parce que c'est du dessin, tu peux plus te permettre. Il y en a beaucoup plus. Par contre, j'ai adoré l'ambiance. Là, pour le coup, j'ai adoré la mise en scène, j'ai adoré la photographie, le côté hyper violent de la séquence. D'ailleurs, je trouve que on voit de plus en plus que Matt Murdock et Wilson Fisk sont les deux côtés d'une même pièce. Ils laissent libre cours à la haine en même temps, ils échangent des coups brutaux en même temps, et le fait qu'on mette la religion en avant, justement, je trouve ça extrêmement pertinent. Parce que de mon côté, la seule chose qui va arrêter Matt Murdock encore, c'est sa croyance et sa religion. J'ai tendance à dire que la seule chose qui peut peut-être arrêter Wilson Fisk, c'est sa croyance en Vanessa, et donc que sa religion est Vanessa. Parce que Adam bouge encore à la fin. Alors, je sais pas s'il est en crise un peu, machin, etc. Mais quand vous le voyez, la toute dernière, le tout dernier plan, il bouge encore. Est-ce qu'il a fait exprès de le laisser en vie ou alors est-ce que du coup, c'est la fin. C'est peut-être la fin. Mais moi, je pense qu'il a promis à Vanessa, ouais, effectivement, de le laisser vivant et qu'il le laisse vivant. Et que Vanessa, c'est sa seule religion. C'est son seul axe pour ne pas sombrer dans le chaos total. Parce que rappelons un truc, Wilson Fisk, moi je le dis depuis le début, je le crois, il a changé, il veut faire en sorte que New York soit meilleur. Je le pense, hein, avec des situations extrêmes, des décisions radicales et explosives, mais je le pense. La seule chose qui peut faire qu'il repasse dans l'obscurité, c'est ça.
Matt Murdock, c'est pareil. Il a failli passer dans l'obscurité plein de fois. Et là, c'est sauver la gamine, entendre les battements de son cœur et se rappeler à la religion qui fait qu'il tue pas Muse. Parce qu'à certains moments, on pensait qu'il pourrait l'avoir. Ils ont un développement très similaire. Et j'ai trouvé que dans cette séquence-là, entre Murdock et Fisk, le montage était incroyable. J'ai trouvé que le montage était génial, vraiment. C'est un montage alterné entre les deux segments où ils se rendent coup pour coup. C'est vraiment bien ficelé. Et d'un autre côté, ça va vachement avec le côté ultra glauque de Muse, etc. Nonobstant, j'ai utilisé l'expression nonobstant, je suis pas déçu parce que je sais que Muse, on va le revoir. Il est configuré pour la saison 2. Hein. Il a été confirmé. Pas configuré, mais confirmé pour la saison 2. Je sais qu'on le reverra. J'ai tendance à me dire, putain, vos séquences, elles sont vachement bien. Et quand on te voit, il y a une vraie ambiance qui s'installe. Bah, au lieu de nous faire un épisode 5 filaire, tu pouvais pas nous faire un épisode 5 où en fait on apprenait tout ton background, frérot, parce que là, c'est vite expédié quand même. L'épisode d'avant, on le voit une fois, deux fois, il kidnappe un autre mec, terminé. Et là, on arrive, bon, on le voit une fois, il fait un graffiti, du but de gonzesse, après on le revoit, il arrive, bon. Moi, j'en veux plus. J'en veux plus. Et le fait qu'il soit confirmé pour la saison 2 fait que je vais pas dire pour l'instant que c'est un point négatif, parce que peut-être qu'on en apprendra plus sur lui par la suite. J'ai trouvé que là, c'était très expéditif. Surtout qu'en fait, Daredevil gagne le combat assez facilement. Donc, quelle est la véritable menace? Je me suis même posé la question, je me suis dit, attends, putain, Muse, il a un potentiel de ouf. Me dites pas que c'est juste un antagoniste comme ça, lambda, qui va arriver un épisode et demi, et puis au final, qui va juste être là pour mettre en avant le fait que, ça y est, Murdock a remis son costume, il fallait un mec à buter, bah il est là, il lui a cassé la gueule, et puis on n'en reparlera plus jamais, quoi. Parce que derrière Muse, il y a quand même l'équipe de Fisk aussi, qui s'est formée. Donc, bon, c'est preuve que, ouais, comme dit Preach, ça mérite plus, ça mérite autre chose. Je pense. Il se défend bien, mais il est quand même mis KO. Il est quand même mis KO et il perd son combat contre Daredevil. Daredevil qui doit non seulement le gérer lui, mais aussi la gamine qui se vide de son sang. Alors, chorégraphie des combats, c'est toujours sympa. J'ai moyennement apprécié le retour en grâce de Daredevil. Euh, Dans le sens où personnellement, après tout ce qu'on a vécu dans Daredevil, tous les tourments de Matt Murdock, j'ai quand même du mal à me dire qu'on passe de Matt Murdock au retour de Daredevil plus d'un an et demi après, juste avec Matthew qui va faire oh et puis merde, hop, il sort de la caméra, 30 secondes, il ouvre un tiroir, 30 secondes plus tard, on voit déjà Daredevil qui est en train de valdinguer dans les airs. Moi, j'ai trouvé que déjà en termes de mise en scène, c'était pas incroyable. Quand vous voyez par exemple la mise en scène de la saison 1 de Daredevil, la toute dernière scène où il met son masque, il s'habille, etc. Et puis après, il entend un hurlement au loin et il y a une vraie. Le plan est quasiment similaire. C'est lui qui est face caméra et qui va faire un jump en direction de la caméra et ça s'arrête là-dessus. Ça, c'est la fin de la saison 1. Là, c'est vraiment bien maîtrisé et tu prends le temps d'amener le costume, les trucs et tout. Là, j'ai trouvé que sachant que ça fait plus d'un an qu'il n'a pas mis son costume, c'est beaucoup trop radical. Dans la mise en scène, hein, je veux dire. Dans l'idée qu'il remette son costume pour lutter contre Muse, d'accord, mais juste dire oh et puis merde, et puis qu'il aille chercher son truc et qu'on le revoie valdinguer un peu en image de synthèse là comme ça, non, je suis pas un grand. En fait, il y a des choses très bonnes, mais le tout est un peu trop vite expédié. Muse, je le trouve trop vite expédié. La thématique avec la gamine là et le fait qu'on n'en sache pas plus sur Muse, c'est un peu frustrant. Et le fait que Daredevil remette déjà son costume, dans l'idée, je suis pour. Sur la forme, je trouve que le moment où justement ça devait être ultra iconique avec son retour, bah moi je l'aurais mis en scène différemment. Quitte à mettre le moment évanescence dans cet épisode-là, et pour que ce moment-là soit la continuité où on le voit mettre son masque et où il repart, quoi.
Et le moment de voltige, tu le mets pas, tu le vois juste mettre son casque, et puis tu reprends ensuite directement dans le métro. Donc moi j'aurais plus mis ça comme ça. Et j'ai même tendance à dire un truc. Depuis No Way Home, je trouve qu'ils ont du mal à rendre iconique l'arrivée des. Ça me choque même plus parce que le retour de Daredevil là, il est relativement lambda. Et c'est la même chose qu'on avait dit pour Andrew Garfield ou Tobey Maguire où ils étaient un peu en mode. Non, le retour de Tobey Maguire, là, il est éclaté, quoi. Autant Andrew Garfield pour la surprise, d'accord, mais le retour de Tobey, tu te dis, non, mais c'est pas possible, quoi. Genre, t'es là et tout, c'est un retour bas de gamme. Et là, en fait, ben, je trouve que c'est trop expédié, le retour en costume de Daredevil. Est-ce que Fisk va pas utiliser Muse pour faire diversion et attaquer Daredevil sur deux fronts avec Muse d'un côté qui continue à tuer et la brigade anti-justicier qui le traque? Bah, on va en parler, Bart. Alors moi, j'avais une théorie. Ce plan est merveilleux. Voilà, je tenais juste à le dire, mais ce plan est exceptionnel. Quand je parlais du plan, justement, avec la lumière sur son visage, avec évidemment une part d'obscurité très symbolique, la lumière, là, on est dans un confessionnal, hein. Le plan est voulu comme un confessionnal. La lumière qui arrive d'une part de son visage, symbole aussi peut-être de quelqu'un qui, malgré tout, est pas manichéen et qui a quand même une certaine forme d'humanité. L'obscurité de l'autre côté, les deux faces d'une même pièce, avec l'obscurité qui est, je le rappelle dans la séquence, du côté d'Adam, donc du côté de la personne qui l'a massacré. L'ombre du côté de la personne qui l'a massacré, la lumière peut-être vers une forme d'espoir et ou de religion et ou Vanessa qui lui dit quand même évite de pas tuer ce mec-là, tu me l'avais promis. Moi, je trouve que ce plan est somptueux. Voilà, c'est ça pourrait presque même être un isolement pour lui, hein. Il pourrait être au mitard, là. Prisonnier de sa propre condition, prisonnier de son amour, prisonnier de, euh, de sa propre personne. Et le seul moment, en fait, où il peut laisser libre cours, c'est au mitard, c'est ici. Parce qu'on dirait qu'il est en cellule, là. Bah, techniquement, c'est une cellule, puisqu'il enferme l'autre. Mais ça fait très mitard. Avec juste un petit peu de lumière qui peut arriver sur son visage, comme dans les comment dire, comme dans les prisons. Donc moi j'aime bien ces marins au mitard, exactement. Ces marins là qu'on a envoyés en isolement pour rien en plus, pour une barre chocolatée derrière son plumard, hein. Donc non, c'est très intelligent. Et alors moi, tu vois, Bart, justement, je me disais, ce serait couillu, mais d'un autre côté, Fisk, Muse, il veut en faire un exemple. Pour lui, c'est une aubaine. On le voit en plus. Il a un sourire sarcastique à un moment donné. Pour moi, c'est de la délivrance. Il est là, genre, ah, ça y est, enfin, il se passe un vrai truc dans la ville. Je vais enfin pouvoir terminer les trucs mondains. Parce que là, encore, pendant tout l'épisode, c'est que du truc mondain, hein. Tu vois que le mec, il en peut plus. Il est maire de New York, il a la main mise sur rien. Il en a marre, les gens l'écoutent pas et tout. Avec sa femme, lui souhaite pas plus de bonheur. Tu sens que le gars est excédé, quoi. Là, on est avec un maire qui est excédé. Donc j'ai l'impression que quand il se marre, c'est aussi histoire de dire ah putain, enfin il se passe un truc où je vais pouvoir agir. Moi, de la manière dont je vois le truc, Muse, ça va être sa rampe de lancement. Pour montrer c'est celui qui fait le plus de victimes actuellement, on parle quand même de 60, plus de 60 victimes, je crois. Il en fait un exemple en montant sa ligue des anti-justiciers. Une fois que ça se sera fait, dès qu'il saura que Daredevil est revenu, il va vouloir buter Daredevil, le Punisher, etc. Quel est l'homme qui... Alors, il y a... On voit Cole, c'est un personnage de comics, l'afro-américain qui discute un petit peu avec Fisk quand il prépare un petit peu tous les pires... Enfin, techniquement pour lui les meilleurs, mais tous les pires flics de New York qui ont fait des tas de bavures, mais qui ont quand même... voilà, sont très très sanguins, quand il réunit ces 8-là. Soit Cole sera le leader de cette équipe, ça fera plaisir aux lecteurs des comics, puisqu'effectivement, c'est un personnage issu des comics. Soit quelqu'un viendra justement, possiblement, guider ces 8-là. Quel personnage pourrait... Moi, j'ai mon idée, hein. Quel personnage non super-héroïque serait parfait
pour cette configuration. Il y en a un où tu te dis, bah, sors le taux, le frère. Moi, je suis Fisk, je vais le chercher direct. Personnellement. Je vous laisse, je veux voir dans le chat s'il y en a qui ont le même personnage que moi. Il y en a un, bah, direct. Direct. Après, je peux participer à ton live en vocal pour le casting. J'ai plusieurs théories. Ouais, carrément, Yaya. Après, je vais voir. Là, je me laisse encore 10 minutes de battante pour voir si je le fais. Le live justement sur Marvel. Parce que je m'attendais à ce qu'il y ait les 50 noms. Mais au final, plus le temps passe, plus je me dis est-ce que je vais vraiment être pertinent sur une vingtaine de noms, là, comme ça, sur des projets en plus que j'ai pas vus. Donc, du coup, j'attends de voir si je vais le faire, mon Yaya. Je me dis à la limite, on peut peut-être faire juste une petite piqûre de rappel simple demain, mais peut-être pas forcément un live à part. Par contre, Yaya, si tu veux passer demain en live, en vocal pour expliquer, c'est avec plaisir. Ça, dans tous les cas, tu peux passer en vocal, hein. Mais je le ferai peut-être plus demain que ce soir, parce que je vois pas ce que je pourrais dire de plus sur le projet, là, maintenant, tout de suite. Peut-être en regardant plus Twitter, tu vois, en m'intéressant un peu plus au projet. Si j'en parle demain, ce sera peut-être plus pertinent. Mais oui, oui, avec plaisir. Tu pourras venir en parler demain en live. Ouais, je te mettrai en vocal. Je suis d'accord avec Freeze et Bart. Enfin, je sais pas si eux, ils pensent aussi, mais pour moi, c'est bah, bullseye. Tu récupères pas une Dexter. Si tant est que Point Dexter n'était pas déjà envoyé par quelqu'un avant, tu récupères pas une Dexter. Précision militaire, modifiée en plus, mais qui reste malgré tout humain, une haine viscérale contre les justiciers, tu réhabilites Point Dexter, tu le mets tête d'affiche de ta nouvelle ligue. Et là, Daredevil, le Punisher et les autres, voilà. Hein. Salut Doc Marty, oui, on parle des épisodes d'aujourd'hui de Daredevil. À mon avis, cette équipe, elle va tirer Frank de la retraite. Bah, moi, il y a un truc qui m'étonne quand même. Enfin, il y a un truc qui m'étonne. Je dis pas qu'il l'a pas fait, parce qu'on ne sait pas s'il est encore en activité, Frank Castle. Peut-être plus comme avant, mais tous les fanatiques du Punisher qui font leur loi à eux, je me suis toujours posé la question, enfin depuis la semaine dernière, donc pas toujours, mais je me pose la question depuis la semaine dernière, pourquoi Castle n'est jamais intervenu? C'est des flics véreux qui tuent et qui font pas forcément toujours les bonnes choses et qui sont des fanatiques de sa violence. Pourquoi le Punisher n'est jamais venu régler ces comptes-là? Peut-être parce qu'il en a plus les moyens, peut-être parce que c'est trop dur pour un anéanti, peut-être qu'il y en a 10 qui reviennent, parce qu'il n'est pas pour non plus. Ces flics-là, plus le retour de Bullseye, oui, si rien ne fait revenir Castle, je comprends pas. Je rappelle quand même que Dex s'est fait briser le dos par Fisk dans la saison 3. Pas sûr que Bullseye voudrait à nouveau s'associer à Fisk. Ouais, mais d'un autre côté, Point Dexter n'est peut-être plus le même qu'à l'époque. Il peut peut-être être manipulé par Fisk, moyennant grosse somme d'argent ou autre. Et peut-être que Fisk va lui donner la peau de d'autres protagonistes. Tu sais, à un moment donné, il s'est fait briser le dos par Fisk. Mais si Fisk apprend que Daredevil est revenu, Daredevil a quand même laissé pour mort Poindexter en le balançant d'un immeuble. Peut-être que Poindexter, il va se dire, c'est bon, Daredevil, j'en ai marre, je prends ta division là de fous furieux, tu me laisses tuer les justiciers, mais tu me donnes Daredevil. Je veux tuer Daredevil. Et peut-être que Fisk le fera, hein. N'oublions pas que dans les comics, Poindexter, il travaille souvent pour Fisk. Hein. Fisk va révéler l'identité de Daredevil, c'est sûr. Possible aussi. Possible aussi, mais Thibaut, là, dans ce cas-là, je te dis exactement la phrase de Michael Clark Duncan dans le film de Daredevil, enfin en tout cas que Ben Affleck lui dit. Oui, vas-y, dis-le. Dis-le que c'est moi un super-héros. Mais du coup, il faudra que t'expliques quand même que je t'ai battu à main nue 2 ou 3 fois. Tu t'es fait briser les jambes, les genoux, les trucs comme ça par rapport à un pauvre infirme de Hell's Kitchen. Vas-y, dis-le. Fisk, maire de New York, mais jamais de la vie, il prend ce risque. Tu vois Wilson Fisk dire ouais, Daredevil, c'est Matt Murdock. J'ai perdu plusieurs fois contre lui, il m'a mis des branlées, etc. J'ai perdu contre un aveugle. S'il fait ça, ça expliquerait pourquoi il a l'air d'être en cavale sur les images de tournage de la saison 2. C'est possible. Après, c'est possible aussi. Ou peut-être que Fisk peut, comment dire, euh, Fisk peut s'arranger peut-être éventuellement pour que ce soit pas lui qui révèle l'identité.
Il peut le faire par un tiers. Il peut faire ça par une tierce personne. Hein. Il n'a pas besoin en soi, tu vois, de quelqu'un d'autre. Il peut le faire par une tierce personne. Mais c'est ça qui est bien, c'est qu'on a... Alors, il reste 3 épisodes, plus la saison 2 qui arrivera probablement l'année prochaine, puisqu'elle est déjà en tournage. Mais on a plein d'intrigues qui arrivent pour la suite. Vanessa meurt fin de saison, il remet la faute au justicier et balance des noms. Ouais, mais ça, c'est pareil. Vanessa meurt à cause des justiciers. Pour moi, Fisk, ce qu'il fait, c'est pas passer à la télé pour révéler. Hein. Il se venge, il retombe du côté obscur, il pète des gueules à crever. Hein. La saison 2 sortira avant les Avengers. Ah bah oui, je pense, parce qu'ils sont déjà en tournage. Avengers, le tournage, il commence seulement. Donc oui, oui, je pense. Ça offre en fait des tas de possibilités. Hein. Dans tous les cas, là, on a des tas de configurations, des tas de possibilités différentes. C'est c'est le plaisir du sexe assumé. Hein. Mais reste à savoir encore dans quel contexte ils vont arriver. Parce que moi, j'aurais peur d'un truc, c'est que Daredevil regorge de personnages dont on entend très peu parler. Admettons que Muse, on le voit plus de la saison 1. Ok, peut-être, c'est même sûr, on le retrouvera sur la saison 2. Mais je me dirais, putain, Muse, au final, c'est qu'un épisode et demi. White Tiger, on en entend encore parler, peut-être que la nièce va prendre le relais, mais merde, putain, ça fait qu'un épisode et demi. Le Punisher, s'il revient aider un coup de main à Daredevil, ah bah c'est cool, mais ouais, putain, ça fait un épisode et demi. Et ça fait un peu syndrome Marvel, on remet plein de gens, mais on leur donne pas le temps d'antenne qu'il faut pour qu'ils deviennent réellement pertinents. Or, Punisher, parce que lui, en une scène, de toute façon, il a été ultra pertinent. Euh... Encore une fois, c'est que des spéculations. Ça se trouve, Muse va revenir la semaine prochaine ou dans le final et on verra les choses différemment. Mais moi, je pars dans cette configuration qui est attention à ne pas mettre trop de personnages pour justement peut-être avoir un effet un peu MCU. Et qu'est-ce qu'on fait de tous? Voilà, il y en a certains où tu vas te dire, bon, bah lui, maintenant, on s'en sert comment? Et la nièce, elle s'est fait capturer. Là, clairement, elle n'est pas prête pour reprendre le costume. Physiquement, non. Dans l'idée, ça peut être un pied à l'étrier. À partir de maintenant, il faut que... on sait déjà qu'elle a le courage. À partir de maintenant, il faut que je me batte. J'ai failli être prise pour morte une fois, je récupère l'amulette, et maintenant je fais la loi à ma sauce. Basée de son trauma qu'elle a vécu avec Muse. Un super-héros qui naît d'un traumatisme envers un super-vilain, ce serait pas la première. Mais c'est... Regardez Deborah Ann Wall. On l'a jamais revue, hein. C'est pareil, hein. Regardez Foggy. Foggy, c'est bizarre, mais on l'a jamais revu, hein. Bon, lui, il est mort. Mais en tout cas, Deborah Ann Wall, pour l'instant, abonnée absente, hein. Alors, elle est pas utile au scénario, disons la vérité. Bon, pour l'instant, Karen Page n'est pas utile au scénario. Ça fait un an, on sait plus exactement ce qu'elle est devenue. C'est vrai que ce serait compliqué de la ramener comme ça à brûle-pourpoint, mais... Foggy, on se demande ce qu'il fabrique pendant ce temps. Ah, mais vraiment, hein. Et il y en a qui... tu sais qu'il y en a qui pensent qu'il va revenir. Parce qu'apparemment, Foggy, il a été annoncé dans la saison 2, peut-être pour des flashbacks ou des trucs comme ça. T'as des gens qui sont convaincus que Foggy est pas mort. Il y a même des gens qui se disent non, mais ça va être un truc à la Wakanda. Il va revenir en soldat du barreau au lieu d'être le soldat de l'hiver. Il reviendra en mode soldat du barreau. T'inquiète, Foggy, il est pas mort. Attends, là, ils sont. Déjà, je pense que tu regardes dans les théories les plus folles, Foggy, c'est Muse en fait. Hein. On sait pas, mais Foggy, c'est Muse. Il est pas mort, il a pété un câble, abandonné de tous, et maintenant il fait des peintures avec du sang. Hein. Dans le comics, il se fait passer pour mort pour protection de témoins. Ah ouais, mais enfin bon, là, il a fait fort quand même. En tout cas, oui, c'est vrai que cet épisode-là, que ce soit c'est un épisode qui est très centré sur Fisk, que ce soit dans les détours dans les retournements de situation autour de Fisk, dans les tours et détours qu'il peut faire au niveau du scénario et dans le parallèle qu'il a avec Matthew Murdock ou autre. Je trouve que c'est bien mieux mis en scène. La photographie est bien meilleure. Il y a quelques plans quand même assez emblématiques. Ça, c'est bien. Et c'est la grande différence qu'il y a quand même avec l'épisode 5. Maintenant,
On peut encore faire mieux. On peut encore faire mieux. À 3, je suis curieux dans le chat. À 3 épisodes de la fin, quelle note vous mettriez, vous, à Daredevil Born Again? Sachant que moi, je mets 8,5 à la saison 1, je mets 9 à la saison 2. Franchement, la saison 2, pour moi, c'est la meilleure. Je mets 9, j'aurais pu mettre 9,5, mais je mets 9 parce que tous les trucs avec Electra et la main, c'est un peu moins bien. Donc, je mettrais 8,5 à la saison 1, 9 à la saison 2, 8 à la saison 3, et pour l'instant, 7,5 à Born Again. Un chouille en dessous de Daredevil Netflix, mais bien quand même. Je mettrais 7,5. Je pourrais pas monter au-dessus je pourrais pas mettre 8. Sauf si le final est excellent. Mais je pourrais pas encore mettre 8. Je trouve que c'est encore en dessous du niveau Netflix. Mais un bon 7, 7,5, ce qui est déjà excellent quand tu sais que c'est une série, tout le monde en avait peur, et qu'on se demandait ce qu'il allait bien pouvoir se passer de ça, quoi. J'arrive après la guerre. Comment ça, va, mon Maxou? Bon, tu mets 7 sur 10, au moins t'as pu donner ta note. Mais ouais, non, moi je mettrais un 7,5 sur 10. J'ai lâché un sourire de zinzin sur le plan où Muse est par terre et qu'il se relève avec la caméra fixée à l'envers sur son visage. C'est tellement créatif. Entre ça, oui, ce plan-là est excellent, ouais. Entre ça et le parallèle qui est fait entre Daredevil et Fisk avec le montage, je trouvais ça phénoménal. Et le sound design aussi, avec les battements de cœur des uns et des autres, qu'on a littéralement dans les oreilles de Daredevil. Ah, surtout que le battement de cœur, c'est ce qui fait qu'en fait, il tue pas Muse. Même dans le scénario, hein, c'est de sauver avant de tuer. Il a encore cette présence d'esprit. La question est-ce qu'un jour on arrivera à un Daredevil qui tuera avant de sauver? Et on n'en a jamais été aussi proche, au final. Donc c'est pour ça que le travail du son est vraiment très bon, ouais. La moins bonne note du chat, pas étonnant, de Dirty Rowan Legris. Non, il y a eu un 6 sur 10 de Flint, je crois. Ça, il n'y a que Karen qui pourra l'en empêcher. Mais qu'on ne l'empêche pas. Mais laissez-le tuer, bordel. Non, mais vraiment. Deviens frérot avec Frank Castle. Tu connais. Va, tu t'en fous. Vraiment, moi, putain, à un moment donné, Daredevil, hein. Daredevil, Ben Affleck, il faisait couper des mecs en deux dans le métro, il en a rien à branler, hein. Laissez-le tuer, tu sens qu'il a envie, là. Non, mais vraiment, hein. Laisse-le, là, passer du côté obscur avec le Punisher, là. Mais non, 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 je pense que c'est pas possible. Matt Murdock n'est pas comme ça. Matt Murdock, son objectif, c'est d'avoir toujours l'ascendant sur Daredevil. On en parle de Lalo Salamanca qui fait un caméo. Eh ben, alors, pour ceux qui n'ont pas vu la série, oui, effectivement, donc l'acteur qui joue Lalo Salamanca, exceptionnel acteur, qui joue Lalo dans Better Call Saul, reprend son rôle de Hawkeye. Il était dans les épisodes de Hawkeye, dans les 6, je crois d'ailleurs. C'est un des personnages les plus importants de la série Hawkeye. Il reprend son rôle, donc, face à Fisk. Là où on se doute qu'il y a encore des antécédents, hein, parce qu'à un moment donné, Wilson Fisk lui parle et il lui dit, par contre, pour toi, je te le dis, c'est monsieur le maire. Tu m'appelles pas ceci, cela. Moi, c'est monsieur le maire. Donc, c'était le beau-père. Oui, le beau-père de la nouvelle Hawkeye, ouais. Bah, qui, je crois, a été casté dans le prochain Avengers, il me semble. Non, je confonds. Yelena, c'est la nouvelle veuve noire? J'ai un doute. Yelena, c'est la nouvelle veuve noire ou c'est la nouvelle Hawkeye? Ça se trouve, les deux sont dans Avengers Doomsday. Hein. Après, il dit oui, mais j'ai posé deux questions. Hein. Yelena, c'est la nouvelle veuve noire ou c'est la nouvelle Hawkeye? Dites-moi, c'est Yelena Black Widow. D'accord. Eh ben, les deux ont été castés parce que Steinfeld, je crois que je l'ai vu dans Avengers Doomsday. Donc, Florence Pugh, c'est la nouvelle Black Widow. Ok, ok. Le Swordman qu'on voit dans une vidéo de Bibi. Oui, oui, bien sûr, ouais. Bien sûr. Mais il est, pour ceux qui ne savaient pas du coup, parce que bon, ils connaissent le... Là, on parlait plutôt de l'acteur. Il y en a qui connaissent l'acteur pour Lalo Salamanca de Better Call Saul. Il était dans Hawkeye, donc il reprend son rôle de Hawkeye. Après, est-ce qu'il va être encore plus développé, puisqu'on le voit dans les vidéos de Bibi Riddick, là, à voir. C'est vous dire, on a un sacré vivier, hein, parce qu'il a une scène, lui. Hein. Et honnêtement, après Better Call Saul, je pense que les gens qui travaillent sur Marvel savent très bien l'ampleur qu'a l'acteur pour le spectateur. Je pense qu'un acteur de cette trempe-là, on va le revoir, c'est certain. Et il aura un rôle important, c'est certain. Maintenant,
c'est pareil, quid du MCU, Avengers, etc., avec la possible fin de notre planète pour aller vers le Battle World. À un moment donné, tu te dis, ah, qu'est-ce qu'ils vont devenir, ces mecs? T'as quand même beaucoup de monde, là. C'est une des questions qu'on se posera évidemment plus tard. Sur ce, messieurs, dames, je vais vous laisser. Merci d'avoir suivi cette critique. Rendez-vous demain, peut-être pas aujourd'hui, hein, finalement. Je devais faire là, à la suite, un live sur Marvel. Je vais laisser reposer un peu parce que j'ai peur finalement de pas avoir tant de trucs à dire que ça. Donc je vais laisser reposer un peu d'ici à demain. Demain live aux alentours de 8h, on fera 40-45 minutes sur effectivement le casting des Avengers. Et après on passera évidemment sur The Last of Us. Des bisous YouTube, des bisous Twitch et je vous dis à demain 20h. Des bisous.